de transformateurs au Canada et je peux vous dire que c'est toute une faveur que nous avons ce matin, puisque c'est la première fois qu'il y a des caméras qui entrent ici. On nous permet de voir comment on travaille, de voir les procédés industriels de l'entreprise. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas ça, bon, ben vous voyez, là, ça, c'est un transformateur, c'est la cuve. Ça, c'est ce qu'on voit en haut des poteaux. La cuve. Ouais. Mais avez-vous déjà vu ce qu'il y a à l'intérieur? Non. Non? Ben, vous allez le voir à l'instant. On appelle ça le noyau bobine. Alors, rapidement, pour vous décrire ce que c'est ce noyau bobine, bon, vous avez un cœur en acier et un autre cœur qui, lui, est fait en aluminium, en cuivre ou en fil de cuivre, selon la demande du client, et un papier isolant. Ça, ensuite, on le met à l'intérieur de la cuve, on retire l'air, on verse de l'huile, on inspecte le tout et on envoie ça chez le client. Ça prend environ une semaine à une semaine et demie à produire et le délai de livraison habituellement est de 3 semaines. J'ai avec moi ici M. Marcel Mimeau, qui est le directeur d'entreprise. Et M. Mimeau, vous avez la collaboration de tous vos employés, là, parce qu'on a changé la façon de travailler au cours des derniers jours ici. Effectivement, dès mercredi dernier, on s'est entendu très rapidement avec les employés et le syndicat à l'effet que nous allions commencer la production sur 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, il a fallu faire une entente avec les employés sur des équipes de 12 heures au lieu des équipes normales de 8 heures. Je me disais même, M. Mimeau, qu'en guise de solidarité, il y a des gens qui ne faisaient jamais de temps supplémentaire, qui ont accepté pour venir en aide aux sinistrés de la tempête de verglas. Effectivement, la réponse a été immédiate, instantanée de la part des employés, considérant l'ampleur du problème. Alors, tout le monde a voulu faire sa part pour aider ceux qui n'avaient pas d'électricité d'en obtenir le plus rapidement possible. En terminant, Claude, je vais vous montrer une petite chose. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une traversée à haute tension. Vous croyez que c'est une pièce neuve? Eh bien non, elle a été récupérée par l'armée. Les soldats de l'armée canadienne les récupèrent sur les transformateurs qui sont tombés par terre. On les expédie ici, on les inspecte, on les nettoie et on les met sur de nouveaux transformateurs parce que ça, c'est une pièce en céramique qui est cuite. Ça prend de 8 à 12 semaines avant d'être livré. Alors, on préfère les récupérer sur les lieux. Ça, c'est les soldats qui font ça. On les envoie ici, on les pose sur des nouveaux et ça retourne chez Hydro-Québec. Ben, merci de cette petite visite, Nicolas. Je vous en prie. Nicolas Carrette à Québec, qui est là où on fabrique surtout le Canada, est le plus important fabricant du Canada de ces transformateurs. Juste avant de se déplacer à Richmond, je veux vous rappeler qu'il y a une collecte de sang organisée aujourd'hui, vendredi 16 janvier 98, par les travailleuses et travailleurs de la construction affiliés au Conseil provincial qui se déroule à Montréal. Il y a plusieurs endroits, là, je vous le dis, clinique de sang, et on est en pénurie, on a besoin de vous. À Montréal, c'est jusqu'à 20h au sous-sol de l'église Saint-Damas, 20e avenue. À Québec, ça débute à 13h30 jusqu'à 20h au salon de ski et billard Centre Duvanier à Québec. C'est sur la rue Galibois à Vanier. 700 donneurs sont attendus. Alors, la Croix-Rouge canadienne dit que la tempête de verglas cause aussi des problèmes pour elle. Au moins 700 donneurs à Montréal et à Québec. Nous allons nous déplacer en Estrie, à Richmond, où se retrouve M. René Cochot, et qui est dans une municipalité où on a poussé un cri de soulagement hier. Vous résumez très bien ce qui est arrivé hier soir à Richmond vers 18h45. Expert en géographie, je vais vous situer. Richmond, c'est entre Drummondville et Sherbrooke, le long de la 55. Je me situe actuellement à l'école Sacré-Cœur. J'arpente le couloir où on croise des gens très heureux. Personne ne s'est levé du mauvais pied ce matin. Tout le monde est de bonne humeur. Et c'est le cas, entre autres, du maire de Richmond, Marc-André Martel, ainsi que le député de Richmond, M. Yvon Vallière, qu'on a ici, qu'on va aller rejoindre immédiatement. On va commencer avec M. Vallière, député. M. Vallière, dans un premier temps, vous me disiez qu'il y a des municipalités chez vous qui aimeraient bien profiter du décret gouvernemental, là, le fameux 70 $. En fait, beaucoup de gens se questionnent pourquoi la date du 12, là, qui est une date où les gens nous disent que c'est arbitraire, peut-être que ça pourrait être revu. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas couverts par les décrets. C'est toutes ces personnes ce matin qu'on essaie de penser. Des gens qui sont à faible revenu, qui ont été privés de salaire pendant 8, 10, 11 jours. Des gens également qui sont producteurs agricoles, qui ont des pertes considérables, que ce soit dans les érablières, dans leur propre production ou encore dans des boisés.
Alors, il faut s'assurer maintenant qu'une fois qu'on a le contrôle de la situation, les mesures qui visent à compenser les gens soient les plus réalistes possibles. Bon, vous faites une tournée avec le ministre de l'Agriculture aujourd'hui? Absolument, afin de constater les dégâts et qui, je l'espère, amènera le gouvernement du Québec à prendre des mesures additionnelles à l'endroit, en particulier du secteur agricole au moment où on se parle. M. Vallière, Marc-André Martel, maire de Richemont, hier soir, lorsque le courant est revenu, vous avez dit ouf, vous avez dit hurrah. On a dit bravo, puis malgré qu'on était encore très craintif, parce qu'on sait que le système est temporaire, qui est fragile, mais après avoir passé au moins 12 heures, les gens peuvent avoir eu du chauffage, ben c'est déjà merveilleux. J'ai regardé, moi, durant toute la nuit, mon réveil matin, s'il n'y a qu'à clignoter pour savoir si on avait manqué d'électricité. On n'a pas manqué. Donc, j'étais très content. Puis j'espère qu'on va reprendre le temps normal, sauf qu'on va faire l'inventaire de certains secteurs de la Grande Richemont qui n'ont pas encore d'électricité, comme le domaine du Haut-Plateau à Melbourne. Et après avoir fait l'inventaire des gens, si justement on a besoin, parce qu'on veut garder en place encore le centre, on ne sait jamais ce qui peut arriver, au moins pour 24-48 heures s'il le faut. Mais on va protéger notre population, puis on va les aider. Actuellement, les pompiers vont aider plusieurs gens à partir leur système parce qu'il y a eu plusieurs bris et on va mettre tout le monde à contribution. Et concernant justement, lorsqu'on parle du 10 $, parce qu'ici à Richemont, c'est 10 $ à partir du 12 jusqu'au hier soir, je suppose. Nous, la municipalité, on va commencer à verser ces sommes-là lundi. On va se mettre en place, là, que les gens ne viennent pas faire une file aujourd'hui, parce qu'on n'est pas prêt à ça. C'est des responsabilités qu'on nous a confiées, mais ce qu'on veut justement, c'est dès lundi d'être prêt pour donner un service adéquat et non pas que les gens fassent des lignes là, et attendent 3-4 heures. Ben voilà. C'est très clair. Alors, c'était Marc-André Martel, le maire de Richemont. Tantôt, on reviendra avec des gens qui ont décidé, malgré le retour du courant, de rester ici au centre d'hébergement temporaire. Ah oui. Question de leur demander pourquoi ils ont décidé de rester ici plutôt que de profiter de la chaleur de leur foyer. Il y a différentes raisons. Très bien, René. Alors, merci beaucoup. On vous retrouve à Richemont un peu plus tard ce matin. 7h50, 8h moins 10 minutes. Chacun de son côté, chaque municipalité prend son initiative avec les citoyens. Chacun découvre de nouvelles façons de s'entraider, de se donner un coup de main. Et on a un autre exemple. Oui, parce que vous savez, il y a certains sinistrés qui ne sont pas... On a beaucoup parlé du fameux triangle là, qui va rester sans électricité pendant un bon moment, mais il y en a qui ne font pas partie de ce triangle-là et qui vont devoir fermer patience parce qu'ils ne font pas partie de la liste prioritaire, donc ils vont devoir attendre plus longtemps pour avoir l'aide du gouvernement. C'est le cas, entre autres, de Saint-Théodore d'Acton, où les citoyens, comme vient de le rapporter Gilles Morin, ont développé d'autres formes d'aide. Les 16 camps résidents de Saint-Théodore d'Acton, en périphérie de Saint-Hyacinthe, sont privés d'électricité depuis le début de la semaine dernière. Et ils le seront pour quelque temps encore. Lorsqu'il a été réquisitionné pour étendre ce beau sable, cette substance pour faire fondre la glace dans les rues de Montréal, n'est-ce pas, Josée? Oui, effectivement. Ce matin, ce qui retient l'attention, ce sont les températures. Il fait entre moins 30 et moins 10 un petit peu partout au Québec. Et là, côté temps, il y a quelques petits flocons de neige encore qui tombent ce matin sur le sud. Les équipes se sont mises à pied d'œuvre depuis très tôt ce matin. Ça occasionne un certain problème de circulation, comme on peut peut-être le voir ou tout au moins le présumer. Voyez cette souffleuse qui est parmi les plus grosses à la ville de Montréal. Tout à l'heure, il y en a eu une qui, comme dirait l'autre, a dû... Elle a rendu l'âme? Elle a gelé et rendu l'âme. Et il y a aussi des pièces d'équipement lourds qui ont subi certaines avaries importantes, en tout cas très coûteuses pour ce qui est des entrepreneurs. Et j'en ai rencontré un entrepreneur tout à l'heure. On a grimpé à bord de sa pièce d'équipement, sa grosse, appelons ça comme on voudra, déneigeuse, excavaeuse. Ça sert à toutes les sauces de toute façon. Puis on va l'écouter, si vous voulez bien, ce monsieur qui nous a dit avoir subi des avatars à ses équipements depuis les derniers jours en raison de cette glace énorme que même les équipements de 30 tonnes ne peuvent déplacer. On l'écoute si vous voulez bien là. D'accord. Ça va pas très mal parce que j'ai déjà usé un couteau, là, je l'ai changé hier. Un couteau de banquette, là. Et ça vaut des sous? Ça vaut 2000 $. Ouais. Est-ce
que vous pensez devoir en changer plusieurs couteaux comme ça au cours des prochains jours? Ça dépend si on travaille encore longtemps. Parce que là, on achève, on a encore pour 3-4 jours, c'est fini, je pense. Vous savez, Claude, ce qui complexifie un peu la tâche des équipes municipales comme des sous-traitants, c'est que l'on doit, dans un premier temps, parce que le déneigement se fait toujours en 3 phases, on doit d'abord faire un déblaiement, ensuite un déneigement et ensuite un chargement. Vous voyez qu'avec ces accumulations de glace et de neige qui ont durci, on me disait tout à l'heure qu'il faudrait peut-être, dans certains cas, glisser de tout petits bâtons de dynamite pour arriver... pour avoir, en fait, contre raison, avoir le dessus sur certains amoncellements que même les pièces les plus lourdes ne peuvent déplacer ou aménager. Très difficile. D'ailleurs, mais on a eu au moins une indication précise de votre invité. 3-4 jours, c'est fini. Alors, on sait à peu près dans combien de temps ça va être fini à Montréal. 3-4 jours pour ce qui est du secteur est de la métropole où nous nous trouvons, mais vraisemblablement qu'une séquence d'autant de jours, 4, serait aussi nécessaire pour l'ouest de la métropole. On sait que les grands axes ont été en priorité déblayés, déneigés, mais il y a encore dans les axes transversaux, particulièrement dans le Vieux-Montréal, où on interdit la circulation encore ce matin. Il y a beaucoup de travail à faire là. Les rues sont beaucoup moins larges, ça va de soi. Puis on pense à la rue Saint-Gabriel, d'autres petites rues là, aux alentours du palais de justice. Il va falloir beaucoup de parcimonie pour travailler dans tout ça, parce que déjà, il y a des voitures à peine qui réussissent à se faufiler dans le Vieux-Montréal. On voit très bien. C'est quoi, c'est la rue Papineau derrière vous? Oui, rue Papineau. La circulation qui commence à s'ébranler pour aller vers le pont Jacques-Cartier. Ça refoule particulièrement au nord de la rue Sherbrooke. Parce que là, évidemment, les forces de l'ordre tentent un tout petit peu de détourner le flot qui vient depuis le nord de la métropole. Mais peu importe, on arrive quand même à bien aménager tout ça. Et voyez peut-être maintenant à l'entrée du pont Jacques-Cartier, si mon caméraman Frédéric peut se retourner, voyez là, ça commence à ralentir un tout petit peu. J'ai une toute petite nouvelle à vous communiquer, Claude. Non pas à Lakeshore, mais à Baie-Durfé ce matin, un incendie qui aurait fait une victime. Les pompiers de la CUM se dirigent, les pompiers de Baie-Durfé et les policiers de la CUM se dirigent très rapidement aux alentours du 20 657 du boulevard Lakeshore, où les pompiers ont fait la découverte du corps qui semblerait être d'un homme. Ils ont pénétré dans la résidence très rapidement. Ne peuvent confirmer si c'est un homme ou une femme, mais peu importe. Tout au moins une certitude, on sait qu'il y a une victime là-bas. OK, Alexandre, on a plus de détails plus tard. Merci. Au revoir. Alexandre Dumas, rue Papineau, dans l'est de Montréal, où ça déglace plus que ça déneige. Nous allons nous déplacer à Candiac, dire un petit bonjour au maire André Côté sur place. Bonjour, M. Côté. Oui, bonjour, M. Saucé. Alors, est-ce que Candiac a vu briller la lumière un petit peu dans les dernières heures? Un peu, tranquillement, ça s'en vient. On a présentement 30% de nos abonnés, de nos citoyens qui sont... $. Alors, n'oubliez pas, ce printemps, là, des émissions spéciales avec Ronald et Jean-Claude Bigard, ça va être à suivre. Je vais résumer en terminant. Donc, on peut prendre là, les instruments comme il a fait, délicatement chez soi, éliminer les branches cassées, couper et tailler raisonnablement. C'est ça, mais pas n'importe comment. Là. Vous l'avez vu, c'est important, comme le disait Ronald, de couper en petits. Oui, c'est ça. Puis mettez pas de peinture, c'est pas de classe. L'arbre, ça soigne seul. S'il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est un mélange avec demi-eau de Javel. Venez frotter la plaie. Puis vous voyez qu'à un moment donné, il y a quelques insectes qui partent là. C'est ça. Mais l'arbre est capable de réagir à ça. Attendez-vous à avoir des gourmands qui vont sortir du sol chez certaines espèces. On fait comme des talles. Là, si vous avez plus de tiges maîtresses, c'est vos sauveurs. Quand vous allez avoir un arbre de même, vous allez avoir un paquet de petites branches qui vont monter. Ça va faire comme une talle de lilas. Chez le tilleul, c'est assez courant. Chez les pommiers, les pruniers. Mais il y a moyen de réparer. Prenez des professionnels. Essayez de prendre du monde qui ont l'expertise. Il y a une question d'assurance. Si tu t'engages un Joe Pickup et des backlaps, ça tombe sur la tête de ton voisin, c'est tout qui est responsable. Ça va mal. Là. Il y a des gars qui ont le métier. Ça prend 2 ans avant d'être établi. On va tailler cette année. L'arbre va réagir au printemps. Nous autres, on va revenir une deuxième année. Merci, Ronald. Il aime ça, c'est normal, il en parle sans arrêt. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, c'est sûr qu'on regardera au jardin d'aujourd'hui, bien sûr, au printemps quand ça va revenir. On se déplace à Brossard où il y a de beaux arbres aussi, évidemment. Parler au maire de Brossard, M. Paul Leduc. Bonjour, M. Leduc. Oui, bonjour, M. Sautier. Alors, à Brossard, quelle est la situation ce matin, M. Leduc? Bon, la situation ce matin, il y a de l'amélioration. On a
très content. On a parlé hier à la direction d'Hydro-Québec parce qu'on trouvait que ça retardait un petit peu le service qui nous avait dit là, comme période de rétablissement. Même réparé, même... la seule chose qu'on a vue ce matin, c'est lorsqu'on est arrivé juste il y a à peu près 5 minutes, il y avait un camion qui venait déposer des poteaux. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir le voir à l'instant. Là, c'est un camion. Bon, on le voit. Alors, c'était des poteaux qui venaient de Winchester. Et ça, c'est quand ça commence à être une grande industrie par les temps qui courent. D'ailleurs, il y a une entreprise de Guelph, ça c'est dans le sud-ouest de l'Ontario, qui est en train d'envoyer des poteaux dans l'Est ontarien, à Montréal, à Ottawa. Et on parle d'environ 5 à 6 000 poteaux qui vont arriver ici là, pour permettre aux équipes de Ontario Hydro de rétablir l'électricité ici. En plus aussi, je dois vous dire qu'on s'organise de plus en plus. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a 4 centres de ravitaillement en carburant qui ont été installés un peu partout dans la région. Donc ça, c'est très bon pour les génératrices, hein, parce que maintenant que les gens... Disons qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des génératrices, il en manque quand même, mais il faut de l'essence. Et aussi, certains petits villages, les stations d'essence ne fonctionnent pas. Donc, ça va être très utile aussi pour les résidents, afin qu'ils puissent se déplacer, là, parce qu'on sait les gens sont très solidaires ici, ils s'entraident beaucoup. Donc, ils ont besoin de se déplacer, d'aller de famille en famille, aller au refuge, organiser les déjeuners et tout ça. Merci alors, Chantal. Merci beaucoup, Chantal Reder, qui nous a parlé de l'Est ontarien à 9h52 minutes. La situation est devenue inquiétante pour beaucoup de producteurs agricoles. On parlait de 10 000 fermes qui n'avaient pas d'électricité, qui fonctionnaient avec des génératrices, tous tant bien que mal. Il y a eu des pertes d'animaux déjà. Alors, au téléphone avec nous ce matin, M. Laurent Pellerin, qui est le président de l'Union des producteurs agricoles. M. Pellerin, est-ce que la majorité des agriculteurs tiennent encore le coup? Oui, ça tient le coup, mais c'est beaucoup d'ouvrages et les gens commencent à être épuisés là, parce qu'ils font de la surveillance presque 24 heures par jour. Oui, sur leur génératrice. Écoutez, dans certaines municipalités rurales, on a appris que l'électricité ne sera pas, le réseau ne sera pas rétabli avant une dizaine de jours, voire même 2 semaines. Est-ce qu'il y a des problèmes que vous prévoyez? J'ai moi-même fait une tournée dans Saint-Jean-Valleyfield et dans Saint-Hyacinthe, là, dans le fond, des petits rangs partout. Et j'ai constaté un très, très, très grand nombre de bris, de poteaux un peu partout. Des milliers de poteaux qui sont cassés là, dans les campagnes. Alors, c'est sûr que ça va être très long. On commence par rebrancher les villages, les villes et les producteurs dans le fond des rangs vont probablement être les derniers rebranchés. Oui, dans certains cas, vous avez raison, ça ira jusqu'à 2 semaines, j'en suis sûr. Est-ce que les génératrices de ces fermiers vont tenir le coup? Est-ce que vous avez besoin de nouvelles génératrices? On a déjà plusieurs génératrices qui sont à la réparation. On a même 6 garages qui ont été ouverts chez des producteurs. On a des techniciens qui viennent de chez MELD à Lauson et de chez Hydro-Québec pour réparer ces génératrices-là. C'est tout un exercice. Bon. Et vous allez rencontrer le ministre de l'Agriculture qui va faire une petite tournée aujourd'hui. Vous allez lui demander quoi? Au ministre de l'Agriculture, on veut d'abord, dans un premier temps, lui faire constater les pertes et ensuite de ça, être capable de voir comment on va intervenir auprès des producteurs qui ont eu des pertes majeures. Je pense par exemple aux producteurs de sucre et sirop d'érable. Dans certains cas, les érablières sont détruites complètement. Oui, donc c'est surtout une question d'argent pour reprendre le dessus par la suite. Pour certains producteurs, ça va prendre une intervention majeure parce que sinon, ils seront plus en affaires. Merci beaucoup. Le Fernand, on est juste à côté. Je me promène tellement que je me trompe un petit peu. Là. Je sais plus où je suis. Ça ne doit pas être évident de toute façon. Faites attention aujourd'hui, on pose des questions de géographie à tout le monde. Attention, oui. Alors, on est ici avec des gens qui ont commis un geste héroïque il n'y a pas très longtemps, il y a quelques heures à peine, à l'aube. Ce sont 2 soldats des fusiliers de Sherbrooke, des réservistes de l'armée canadienne. Alors, vous avez sauvé un homme d'une mort certaine. Comment ça s'est passé? Vers 2 heures ce matin, on est parti pour faire des patrouilles pour assurer une sécurité aux alentours. En autour de 4h30, on a vu des traces qui descendaient dans le fossé. Fait qu'on a reculé, on est allé voir ce qui se passait. Je suis descendu avec une lampe de poche. Puis j'ai aperçu quelqu'un qui était dans la calbette. Il était tout le temps en petit bonhomme. Là. Je l'ai appelé à plusieurs fois pour qu'il sorte. Après un bout de temps, il a commencé à bouger, il est sorti. Il avait l'air comme en état de choc. Là. On l'a emmené dans le camion. Là. Puis après une dizaine de minutes, il a commencé à reprendre conscience. Puis il voulait pas venir ici au refuge. Il voulait absolument retourner chez ses beaux-parents. Fait qu'on l'a renvoyé chez lui. Là. Ça faisait 3 heures qu'il était parti de la maison. Puis il se trouvait à peine à 500 mètres de sa demeure. Et il aurait probablement été enterré dans la neige? Il y a une charrue qui est passée immédiatement 1 heure après. Donc, elle aurait sûrement passé toute la neige dessus. Ça aurait sûrement été... Valérie, est-ce qu'on sait pourquoi il est sorti à l'extérieur et est allé dans la neige comme ça? Monsieur, je voudrais savoir, est-ce qu'on sait pourquoi
cet homme-là s'est retrouvé dans la neige comme ça? Il voulait aller chercher une pompe afin de vider l'eau qu'il y avait dans sa cave. Il s'en allait en direction de Farnham à pied, quelque chose comme 2 heures de marche, là, puis il était même pas dans la bonne direction quand on l'a trouvé. Ça allait très mal. Quand vous l'avez reconduit chez lui, qu'est-ce que vous avez fait pour l'aider? Il était inconscient un peu, parce que ça faisait 3 heures qu'il était parti chez lui. Fait que on lui a parlé 10 minutes au moins pour être sûr qu'il soit correct, puis on l'a rentré chez lui. Alors là, il est au chaud maintenant. Est-ce que vous êtes un petit peu encore sous le choc de cet événement-là? Ça va mieux? Ah, ça va mieux, c'est sûr. Là. Surtout, ça fait drôle là, de savoir qu'on a sûrement sauvé une vie. Là. Si ça restait là, c'est sûr qu'en ce moment, je sais pas, là, peut-être qu'il serait enterré en dessous de la neige. Là. Mais merci d'avoir fait ça, bravo, et puis continuez votre beau travail, les gens de l'armée canadienne. Alors voilà, un autre beau geste des gens de l'armée. Oui, ils sont venus, ils sont très efficaces. Merci. Montréal, 1500 et à Thetford, 400 abonnés à rebrancher, 400 clients. La date visée pour le rétablissement complet demeure toujours le 25 janvier, la date butoir, la date ultime. Ça veut dire que ce matin, on est allé sous le 300 000. On est allé déjà ce matin. Et si on est repassé au-dessus du 300 000, c'est qu'on a volontairement un temps délestage pour permettre d'étendre les réparations. On a interrompu l'électricité à plusieurs résidents sur la Rive-Sud, mais ce matin, nous étions à 297 000 avec Steve Flanagan qui nous l'avait promis. On va sans doute y retourner rapidement quelque part au cours de la journée. Je voudrais juste préciser en terminant, avertir les gens que la circulation devrait demeurer problématique à Montréal à cause des travaux de déneigement et de déglaçage. Les activités au centre-ville de Montréal sont encore limitées entre 9h et 16h. Alors, si vous allez vous déplacer en centre-ville, préférable d'utiliser le métro même si c'est bondé. Oui, bondé, surtout qu'il y a moins de wagons, à raison des problèmes d'électricité. Il y a moins de wagons dans le métro de Montréal. Depuis 9h ce matin, le pont Victoria est refermé à la circulation. Il n'ouvre que dans une direction, aux heures de pointe seulement, pour qu'on en poursuive le déglaçage. Alors, le pont Victoria est à nouveau fermé à la circulation. Alors, moi, j'ai juste à vous dire merci beaucoup d'avoir été là, à tous et à toutes. Merci, Anne Palinsoc. Il y a risque d'inondation. Il y aurait une embarque près de la municipalité de Saint-Athanas qui est voisin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et présentement, plusieurs policiers se sont rendus sur les lieux pour se préparer dans le cas qu'il y aurait une évacuation nécessaire des gens, parce que près de l'embarque en question, il y aurait un parc de maisons mobiles et depuis le début des pluies, l'eau aurait monté de 2 pieds. Alors, c'est la crue des eaux de la rivière Richelieu qui fait craindre donc cette évacuation. C'est exact. Et là, il semblerait que l'eau soit rendue à un niveau critique. Donc, nous prenons pas de chance. Et présentement, au moment où on se parle, il y a plusieurs policiers dans la région qui se préparent à évacuer si jamais on en a l'ordre d'évacuer les gens. Et là, il vous reste quoi comme marge de manœuvre? Là, vous attendez pendant combien de temps encore avant de procéder à l'évacuation? Je ne pourrais pas vous dire. C'est plutôt la sécurité civile qui évalue régulièrement la situation. Et quand que le seuil critique sera dépassé, quand il faudra, ils donneront l'ordre aux policiers et l'évacuation se fera dans un laps de temps quand même assez court. Est-ce que les gens de l'hôpital, les patients ont déjà été informés de cette possibilité? Je n'ai pas malheureusement ce détail-là. Si l'hôpital elle-même est dans le périmètre du débordement ou quoi que ce soit, moi, on me parle surtout pour l'instant, ce qui primerait, ce serait un parc de maisons mobiles qui serait près de l'embarque dans la région de Saint-Athanas. Et si jamais on devait procéder à l'évacuation, où est-ce que ces gens-là seraient conduits? En ce moment-là, les gens de la sécurité civile vont aviser les policiers et ils seront dirigés vers des centres d'accueil temporaires, jusqu'à temps que tout soit sécurisé. Très bien. Donc, pour l'instant, ce sont des mesures de précaution. Personne n'a encore été évacué, mais on se prépare au débordement éventuel de la rivière Richelieu. C'est exact. Ce sont des mesures préventives pour que si quoi que ce soit arrive, si l'eau continue à monter, qu'on puisse intervenir très rapidement. Très bien. Merci beaucoup pour ces renseignements précieux, M. Robichaud. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonjour. Tout de suite, on va retrouver donc Marius Brisson qui nous présente un bilan de la situation en ce jour 11 de l'opération Reconstruction maintenant. Merci Michel. Bien, la Société d'État prévoit toujours là que la majorité de ses clients seront rebranchés d'ici demain, samedi. Ça, c'est la nouvelle positive. Sauf en Montérégie, où ce sera plus long, 10 jours encore. La date visée, là, c'est le 25 janvier. La fragilité du réseau incite d'ailleurs Hydro-Québec à reformuler sa demande de diminuer la consommation d'électricité dans les zones sensibles, les zones sinistrées, surtout durant les heures de pointe, soit entre 6h et 9h le matin et entre 16h et 21h le soir.
À 10h, on pourrait dire 10h05 minutes, la heure de l'Est, ce vendredi 16 janvier. Voici le dernier bilan des pannes, tel que fourni par Hydro-Québec. 306 400 clients sont encore privés d'électricité au total. Hydro-Québec a reperdu 10 000 abonnés au cours de la dernière heure, surtout en Montérégie, où 293 600 foyers sont sans courant. 10 900 en Outaouais dans les Laurentides, plus que 1500 dans l'île de Montréal, si on peut formuler notre phrase de cette manière-là, et 400 abonnés à Thetford Mine. On peut réaffirmer ce matin là, que la vie reprend vraiment au centre-ville de Montréal. Les bureaux des gouvernements fédéral et provincial sont ouverts aujourd'hui, mais vont fermer à 16 heures. C'est aussi le cas des commerces. Les universités n'offrent pas de cours, mais les employés sont au travail. Quant aux écoles de la CECM qui devaient ouvrir aujourd'hui, elles restent finalement fermées. C'est ça, on forme une équipe, on est 3 monteurs, dont Jean-Yves Bois, Alain Trottier et moi, qui faisons ça dans le moment. Hey, parlez-moi en terminant du vécu des monteurs de ligne. J'en ai rencontré hier soir à Drummondville. Ils font des journées de 16, 17 heures. Comme par exemple, aujourd'hui, il fait peut-être moins 15, moins 20, moins 25 avec le facteur vent. Comment vous vous débrouillez à l'extérieur? On est très bien habillés. On s'habille pour la température. On a appris à travailler, on se réchauffe très bien. Mais le visage, par exemple, vous devez protéger la peau de votre visage contre le froid? Oui, ça c'est naturel. Ah oui, vous n'avez pas de produit spécial? Vous ne mettez pas de cagoule? Oui, on a des cagoules, on a toutes sortes de cagoules, des bandeaux, des collets, des chapeaux. On a tout, on est très bien équipés, disons, côté froid, on est quand même assez bien fourni en matériel. Ça fait combien de jours là que vous travaillez sans arrêt? Bon, moi, je suis rentré de vacances depuis le 6, je n'ai pas arrêté. Vous n'avez pas arrêté? Est-ce que vos femmes doivent vous avoir vu hier soir à la télévision, vous faire déposer par un hélicoptère sur le pylône? Oui. Est-ce qu'elles vous ont dit hier soir au téléphone, commence-moi plus jamais ça? Personnellement, elle m'a pas vu. Chez moi, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de télé. Ça fait qu'elle m'a pas vu. Elle m'a vu en chair et en os comme ce matin. Ben tant mieux. Est-ce qu'il est prévu une autre mission comme ça au cours des prochains jours? On ne sert pas jamais, ça, monsieur. On ne peut pas vous dire, on ne sait pas jamais. Ben merci beaucoup, messieurs Bouchard et Bois. Dernière question en terminant. Avez-vous le vertige? Du tout. Maintenant, quand je marche sur une chaise. Et vous? Ah oui. Jamais. Pour $1 million, je n'irai jamais faire ce que vous avez fait hier, ça c'est certain. Bravo encore une fois à vous, et tiens à dire que vous représentez un peu les 2000 monteurs de ligne à qui on tient à dire merci et bravo pour leur bon travail. Merci beaucoup. Au retour de la pause, on va à la Saint-Hyacinthe, mais d'abord, on s'en va dans la région de Valleyfield, à Saint-Zotique. Il y a un maire qui a besoin de votre aide, qui a besoin de produits en particulier. Monsieur Yvon Leroux, on va continuer de faire ça aujourd'hui, aller voir les besoins, là, avec la crise qui se poursuit. On en est rendu au 11e jour. Monsieur Leroux, de quoi avez-vous besoin présentement? De 100 à 100. Est-ce que M. Leroux est avec nous en ligne depuis Saint-Zotique? Oui, je vous entends. Allez-y. Quels sont vos besoins, M. Leroux? Mes besoins, je voudrais remercier en premier lieu les bénévoles qui sont rendus presque au bout, là. On aurait besoin de bénévoles. Mais là, la ville de Valleyfield, là, sont supposés nous en envoyer. Les municipalités environnantes sont solidaires parce qu'il y en a quelques-unes de municipalités qui ont recouvert l'énergie. Avez-vous besoin d'objets en particulier? Oui, ça serait d'huile à lampe, là, qui serait très important dans le moment, des sièges pour comme on dit, s'éclairer un peu le soir, parce que les journées sont courtes. Les items qui vous permettent de vous éclairer, autrement dit. Oui. Et vous avez toujours combien de vos concitoyens qui manquent d'électricité? Ah, c'est 100 100 Valleyfield, qui est la grosse ville, là, près de chez vous. On est toujours dans les séjours. Est-ce que Valleyfield est encore privé d'électricité? Non, totalement? C'est rétabli à Valleyfield depuis, je crois, 3 jours, je crois. Ben, bon courage, M. Leroux. Pour les gens qui veulent vous aider, le numéro est au bas de l'écran. On s'en va à Saint-Hyacinthe dans 3 minutes. Il y a un appareil anti-vient qui travaille actuellement dans le but de briser les glaces.
ce qui pourrait permettre un dégagement rapide de la rivière. Merci, M. Bergeron. Merci. Un communiqué va être mis sous peu, d'ici 2 heures cet après-midi, sur la situation. Merci. Peut-être en terminant, Pierre, juste vous mentionner un phénomène bien particulier qui est encore un résultat de cette tempête de verglas. C'est que le problème ici, c'est la glace. Oui, c'est bien beau, mais c'est ce qu'on appelle également le frasile, qui est des sortes de cristaux de glace en suspension dans l'eau, qui rendent l'eau un petit peu plus visqueuse et qui ralentissent le débit. Alors, c'est ça avec quoi on va composer les gens de la sécurité civile. Bon, ben bonne chance de ce côté-là aussi. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont inquiets. On sait qu'au niveau, par exemple, des remises de chèques, on vous a fait une nomenclature hier à Poste Canada, par exemple, les indemnités pour les accidentés du travail, tout ça, c'est déjà dans la machine, comme on dit, et la livraison devrait se faire d'ici à lundi. Mais par contre, il y en a d'autres au niveau de l'emploi qui sont inquiets. Qu'arrive-t-il des indemnités de l'assurance-emploi? Le ministre du Développement des Ressources humaines est avec nous, M. Pierre Petitgros. Bonjour, M. Petitgros. Bonjour. D'abord, je pense que vous avez assoupli les règles pour ce qui est de l'assurance-emploi. Ah oui, considérablement. Vous savez, on sait que les gens qui sont déjà dans le noir et dans le froid, qui en plus ont à s'inquiéter d'un revenu, c'est pas correct. Alors, nous avons assoupli les règles de sorte que les travailleurs qui sont sans emploi à cause de la tempête de verglas n'auront pas à attendre le délai de 2 semaines pour faire application à une demande d'assurance chômage. Ils vont être capables de présenter cette demande sans avoir à présenter de relevé d'emploi, parce que les entreprises ne peuvent pas les donner. On va faire un calcul provisoire du taux auquel ils auront droit. Ils auront droit à un montant anticipé avant même la fin des 2 semaines. Alors, les 2 semaines, on les laisse de côté pour l'instant? Pour l'instant, on les laisse de côté. Les gens vont avoir un revenu qui va leur permettre donc de payer ce dont ils ont besoin tout de suite. Il y a un numéro de téléphone où les gens peuvent avoir de l'information également. On peut peut-être le voir à l'écran, le 1-888-410-4686. 1-888-410-4686. Alors, pour avoir plus d'informations concernant cette règle-là aussi. Mais pour tous ceux qui attendent un chèque également aussi, ces gens-là dans les zones sinistrées, vous allez faire la distribution comment? On travaille étroitement avec Poste Canada. Poste Canada est responsable de la distribution parce qu'ils sont passés les prendre chez nous. Nous avons été capables, malgré que notre propre ministère soit sinistré, comme vous le savez, à bien des endroits, nous avons été capables d'imprimer tous les chèques. Ils ont été pris par Poste Canada. De la distribution régulière lorsqu'elle est possible, tant mieux. Sinon, Poste Canada a établi des façons de les donner d'une façon exceptionnelle. Bon, alors à ce niveau-là, je pense que les gens pourront s'informer au niveau des sites alternatifs de Poste Canada ou des bureaux dans chacune des régions. Oui. Par ailleurs, on sait que cette tempête-là aura des conséquences catastrophiques au niveau de l'emploi. Vous l'avez souligné vous-même, il y a des gens qui, à cause de cette tempête, perdent des emplois. Qu'est-ce que vous allez faire de votre côté à votre ministère? Écoutez, justement, dans votre langage de métier, je vais me couper moi-même, mais je vais annoncer cet après-midi, Pierre, une aide exceptionnelle de 45 millions de dollars qui sera liée carrément à la création d'emplois. C'est-à-dire que mon ministère, à travers la Caisse de l'assurance-emploi et la stratégie d'emploi jeunesse, nous allons mettre 45 millions pour le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick à la création d'emplois, de sorte que nous puissions vite penser à la reconstruction. Les gens ont hâte d'être chez eux. Les gens ont hâte d'être bien chez eux, dans leur milieu. Et donc, on va les aider à reconstruire des installations publiques, par exemple, les parcs, les terrains de jeu, les érablières. Nous sommes en train de perdre des érablières. Si on ne s'en occupe pas rapidement, les arbres abîmés ne seront plus jamais. Donc, si on les répare, ces arbres-là, si on les émonde, donc on va avoir des jeunes qu'on va mettre à la disposition des entrepreneurs et tout. Alors, je vais annoncer ça cet après-midi avec plus de détails. Spécifiquement pour le Québec, vous parlez de 45 millions, mais pour le Québec, ça pourrait être... 25 millions sur la Caisse de l'assurance-emploi et à l'intérieur de 5 millions, probablement 2,5 millions, 3 millions sur la stratégie pour les jeunes. On verra cet après-midi comment vous allez décliner tout ça. Merci, M. Petitgros. Alors, il faut aller tout de suite du côté d'Ottawa avec Lina Dib, parce que Lina, M. Petitgros parle de ce programme-là, mais il y en a d'autres mesures également qui ont été élaborées, je pense, au comité restreint à Ottawa. Oui, Pierre, aujourd'hui encore, vous savez, c'est la 3e fois en une semaine que ce comité restreint du cabinet, ça veut dire les ministres principaux qui se préoccupent de cette tempête de verglas, sont réunis. Ce matin, il y avait en plus le ministre de l'Agriculture qu'on voit ici, Lyle Vansey, qui était là, en plus de ceux qui sont là d'habitude, des 5-6 autres qui sont là d'habitude. Pourquoi le ministre de l'Agriculture? Parce qu'évidemment, les agriculteurs sont très touchés dans l'est de l'Ontario, beaucoup, mais aussi au Québec. Alors, on a demandé à la fin de cette réunion-là, est-ce qu'il y a des nouvelles mesures? Bon, on nous a dit que M. Petitgros allait en faire une annonce cet après-midi. Vous venez d'en avoir les principaux détails, oui. Mais on nous dit pour le reste, on se contente pour l'instant de vérifier la situation. On va écouter Herb Gray, qui est vice-premier ministre, parce que vous savez, Jean Chrétien, lui, il est parti hier pour l'Amérique latine, il est au Brésil aujourd'hui. Donc, c'est Herb Gray qui prend la relève. Alors, on l'écoute. Du cabinet.
Nous avons révisé avec les fonctionnaires les procédures pour être certain que les âgés auront leur chèque de pension de vieillesse dans une façon à temps, et aussi qu'on va processer les demandes pour l'assurance emploi dans une façon aussi à temps. Et troisièmement, nous désirons assurer le public dans les régions rurales qui étaient affectées par la tempête de neige que les forces armées seront là. Donc, Pierre, l'armée reste là. Le général Maurice Berry, qui est le chef d'état-major, nous assure que les soldats vont être là jusqu'à ce que la dernière lumière s'allume, jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin d'eux. Donc, et pour le reste, pour des nouveaux programmes, vous savez, demain, le président du Conseil du Trésor, Marcel Massé, est à Montréal. Il rencontre le ministre québécois, Jacques Brassard. On va discuter d'argent. On va donner ce premier 50 millions qu'on avait déjà annoncé pour Québec. Et on dit, une fois qu'on aura évalué tous les besoins, à ce moment-là, on pourra discuter de qu'est-ce qu'on va donner à qui comme mesure exceptionnelle de compensation, par exemple, pour les agriculteurs qui ont eu tellement de pertes. Ben, merci beaucoup, Lina. Au revoir. Au revoir. Il y a un bateau, un cargo avec 25 personnes à bord, immatriculé à Chypre. Il s'appelle Flair, et venant de Rotterdam, qui se rendait à Montréal, dont on était sans nouvelles ce matin. Ben, voilà que 4 membres d'équipage de ce navire ont été récupérés au large des îles Saint-Pierre et Miquelon, près de Terre-Neuve. Ils ont été secourus par la garde côtière canadienne. On craint toutefois pour la vie des 21 autres personnes qui se trouvaient à bord du bateau. Les sauveteurs espèrent qu'ils ont pu se réfugier à bord de bateaux de sauvetage. La garde côtière a dépêché un avion Hercule sur place, de même que 7 hélicoptères Labrador. Un bâtiment, le Fulmar, a quitté Saint-Pierre également pour se rendre dans ce secteur-là. La visibilité dans la zone, dit-on, était relativement bonne ce matin, avec des vagues quand même de 3 à 4 mètres. Le bateau se rendait, je vous le rappelle, à Montréal. Voilà pour ce premier bloc d'informations. La batterie aux municipalités sinistrées qui pourront se faire rembourser ensuite par le gouvernement. Il y a assez de bois ici pour chauffer à blanc tous les poêles du triangle noir. Le site Vallière, un peu au nord de la Tuque, est devenu un vaste chantier où travaillent 150 bénévoles du lever au coucher du soleil. On est arrivé à 8 heures ce matin. C'était moins combien? À peu près moins 20. On s'amuse. Tout en aidant. La température? Pas de face. Cette fourmilière improvisée s'est formée lundi, dès que Carton Saint-Laurent a annoncé qu'elle fournissait gratuitement 2000 cordes de bois. Le bois, il est séché, c'est du bon bois, c'est du merisier, c'est du bouleau. C'est depuis 3 ans qu'il est sur le tas au site Vallière. La cartonnerie a encore 5000 cordes disponibles, mais ce bois-là sera vendu au prix coûtant. Des ententes dans ce sens-là. Ils chargeront à 38 $ la corde, qui est le minimum, qui est le prix de base. Et à ce moment-là, ils se verront remboursés par la Sécurité civile. C'est moi qui t'envoie là, ça prend 5 gars, 1 heure pour finir ça. Ce camion s'en va à Saint-Blaise-sur-le-Richelieu. Les villageois l'attendent avec impatience. Il était supposé charger hier, bien, il y a eu des inconvénients. Fait que, on devrait rentrer vers les 6 heures. En une seule journée seulement, au site Vallière, 200 cordes de bois partiront vers le sud. Mais on charge de moins en moins de camions de 45 pieds parce qu'il faut corder le bois et c'est trop long. Les camions à benne sont plus pratiques. Bref, on met tout en œuvre pour gagner la course contre le froid. Eddie Verbeek, TVA, là-dessus. Hydro-Québec est toujours incapable de garantir l'approvisionnement électrique à Drummondville. Elle a d'ailleurs dû faire du délestage au cours de la journée hier. Pourtant, plusieurs dizaines d'équipes travaillent d'arrache-pied à réparer les multiples bris au réseau de distribution. Les responsables des mesures d'urgence, eux, poursuivent leur travail de prévention dans la population. Malgré le froid et la neige, les travaux de réparation du réseau électrique progressent rondement à Drummondville. Au niveau de l'approvisionnement, il semble qu'on a certains problèmes et c'est pour ça qu'il faut récupérer au maximum tout ce qu'on peut récupérer sur le terrain. Et l'armée également là-dedans nous donne un énorme coup de main. Plusieurs dizaines de militaires sont donc affectés au ramassage des débris des lignes électriques dans les environs de Drummondville. Ils sont tombés, les poteaux d'hydro sont tombés. Nous, notre tâche, c'est de les ramasser, les débiter, puis préparer le terrain pour que les équipes de l'hydro puissent faire monter les monteurs de ligne. Le réseau de distribution reste extrêmement fragile, ce qui explique le rationnement de la consommation électrique dans les industries et les commerces. Quelques chanceux échappent à cette règle. Oui, on est un petit commerce, on n'utilise pas beaucoup d'électricité, on est à chandelle présentement. Même si le courant est rétabli dans 70% de la ville, ces bénévoles visitent les résidences pour prévenir les problèmes.
4 incendies, dont un majeur, et quelques cas d'intoxication ont déjà été rapportés. Ça nous a permis cette nuit d'évacuer, en tout cas, on a fait une trentaine de maisons. Et aussi, on a dû évacuer un couple où on a pu percevoir 32 parties par million de monoxyde de carbone. Le refuge municipal accueille encore 160 personnes pour la nuit. Les responsables appréhendent toutefois une pénurie de vivres. Mais on a encore besoin de denrées non périssables, de bois de chauffage, différents articles là, qui peuvent aider les citoyens et citoyennes de Drummondville et de la région. Les équipes de Hydro-Québec ne sont pas les seules à arpenter les rues de la ville. Elles croisent occasionnellement celles du câbleau distributeur et de Bell Canada qui ont encore des centaines de réparations sur leur liste. Pierre Saint-Yves, TVA, Drummondville. Les familles des régions touchées par le verglas et les pannes seront réconfortées par des enfants de la Mauricie. Il y a des élèves du primaire de Cap-de-la-Madeleine et Saint-Louis-de-France qui ont réalisé des dessins qui témoignent de leur sympathie et de leur encouragement. C'est le club optimiste de Saint-Louis-de-France qui a mobilisé les écoles La Ferté, Duboisé, Despins et Jacques Buteux. Plus de 1000 enfants de la maternelle à la 6e année participent à ce projet. Les gens qui se réchauffent autour d'un feu? Oui. Parce qu'ils n'ont pas d'électricité? Oui. Une fille qui est retournée chez elle, il y avait de l'électricité. Donc, sur ton dessin, l'électricité est revenue? Oui. J'ai fait une maison avec des poteaux électriques. Un cœur, c'est écrit je te souhaite bonne chance et bon courage de Joanie Bouchot. Salut. Puis, c'est ça. Tu crois que ça va les encourager, hein? Oui. Moi aussi, je crois ça. Merci beaucoup. Salut. Puisqu'on parlait de ces enfants de Saint-Louis-de-France et Cap-de-la-Madeleine, on va demeurer à Cap-de-la-Madeleine parce que là-bas, on se mobilise. J'aime que les gens commencent à être un peu exaspérés, là. Exaspérés, oui. Les soupapes vont sauter bientôt. Là. Ah oui? Ah oui. Il y a des fois des tensions assez élevées. Jusqu'à dimanche soir, ce cabaret bien spécial va visiter 8 centres d'hébergement de la région, sauf celui du centre militaire Saint-Jean, où les responsables se disent trop débordés pour accueillir plus d'un spectacle par semaine. Paul Toutan, Radio-Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu. À Montréal, les opérations majeures de déglaçage ont été effectuées en dehors de l'heure de pointe ce matin, ce qui a permis une rentrée au travail moins infernale qu'hier. Et encore une fois, plusieurs personnes ont préféré le transport en commun à l'automobile pour se rendre au centre-ville. Après les embouteillages d'hier, le métro est devenu très populaire. Et comme la STCUM est toujours rationnée en électricité, la patience des voyageurs est mise à rude épreuve. Sur les routes, par contre, c'était tout le contraire. Il faut dire qu'on a attendu que l'heure de pointe soit terminée pour fermer les rues principales. Mais dès que les cordons de sécurité sont installés, tout bloque. Et tant pis pour ceux qui ont choisi d'arriver plus tard pour éviter la cohue. Quand les rues ne sont pas bloquées par le déglaçage ou par la neige, elles le sont par les pompiers. Ici, on évacue un HLM. On craignait que le toit s'affaisse à cause du poids de la neige. Fissure ici. La porte ici. OK, alors là, j'ai une équipe qui va venir sécuriser, on va venir voir, on va venir inspecter. Il y a une équipe qui s'en va sur le toit voir la structure du toit comment elle est. En fin d'après-midi, les locataires ont pu rentrer chez eux. Il n'y a apparemment aucun danger. Il faudra refermer la rue pour déglacer le toit. Mais il y a des déglaçages qui se font plus discrètement. Sur l'île Sainte-Hélène, la biosphère était couverte de blocs de glace. Les pompiers ont dû intervenir. Globalement, Montréal estime que 64% de la neige est ramassée dans les rues. Pour les trottoirs, par contre, on repassera. À la presse, d'ailleurs, on n'a pas eu la patience d'attendre et on a fait faire le travail dans le privé. Mais la patience, c'est aussi l'affaire des banlieusards. Voyez, à Brossard, les rues sont enneigées et les bancs de neige aussi durs que dans Rosemont. Même chose à Longueuil, les grandes artères sont dégagées, mais les rues secondaires sont comparables à celles du plateau Mont-Royal. Quoi qu'on en dise, Montréal, cette fois-ci, n'a rien à envier à ses banlieues pour ce qui est du déneigement. On dirait même ici que c'est la banlieue qui envie la ville, avec cette petite côte des neiges en plein Longueuil. Philippe Schnob, Radio-Canada, Montréal. Alors, on me dit que va débuter dans quelques secondes ce point de presse quotidien qui se fait du siège social d'Hydro-Québec.
Alors, je peux vous dire que prendra part ce soir à ce point de presse, d'après les informations que nous avons obtenues, évidemment le premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, et comme c'est d'habitude, évidemment aussi M. Caillé, forcément, PDG d'Hydro-Québec. Il y aura aussi Bernard Landry, je ne sais pas si on peut aller voir, en direct ces images. Bernard Landry, ministre des Finances. Pauline Marois, qui pour la première fois va se joindre au point de presse. J'imagine qu'on en saura un peu plus sur l'ouverture, la fermeture des écoles et peut-être aussi la façon de rattraper ce temps perdu par les élèves qui ont un programme scolaire à suivre et qui un programme scolaire qui évidemment a été un petit peu chambardé au cours des derniers jours, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y aura aussi M. Jean-Yves Sirois, qui lui est coordonnateur des opérations à la sécurité civile. Et puis bien sûr, je l'oubliais, M. Bélanger, qui est ministre de la Sécurité publique. Si vous voulez, peut-être en attendant, je vous répète les derniers chiffres en ce qui concerne ces pannes d'électricité chez nous. Bon, il y a une nette amélioration par rapport à hier parce qu'on est passé en dessous de la barre des 300 000, ce qui est quand même assez encourageant. Alors, le total des abonnés privés d'électricité, il y en a maintenant 285 900. Alors, ils sont répartis de la façon suivante. Sur la Rive-Sud et sur la Montérégie, 267 900. Sur l'île de Montréal, 3 500. Dans les Laurentides et l'Outaouais, 14 290. Il s'agit évidemment de foyers et non pas de personnes. Et Thetford, 300 foyers privés d'électricité. Ce qu'on a appris au nouveau aujourd'hui à Hydro-Québec, c'est évidemment cette liste qui finalement détermine parmi les 300 et quelques municipalités qui sont toujours privées d'électricité, lesquelles seront rebranchées le 25 janvier, la date finalement qui est la plus éloignée, et lesquelles le seront le 18 janvier. Évidemment, en espérant que ça se fasse plus tôt que ça. Alors, on me dit qu'il y a un petit délai. Alors, en attendant, je vais vous parler des électriciens qui, bien sûr, sont débordés de travail. Ces temps-ci, la Corporation des maîtres électriciens parle d'un délai de 2 jours avant de pouvoir répondre à un appel des consommateurs. Il s'agit surtout de travaux de reconstruction de mâts, des branchements qui doivent être réparés, je vous le rappelle, aux frais des propriétaires. Rue Saint-Georges-de-la-Prairie, une équipe d'électriciens s'apprête à reconstruire un mât de branchement détruit par le verglas. Ici, c'est malheureux parce que la plupart du monde ne sont pas au courant que ça appartenait à eux autres. Beaucoup de monde disait que c'est Hydro-Québec qui va tout remonter ça. Ici, l'entrée est à terre depuis mardi de l'autre semaine. On a été avisé aujourd'hui de monter ça. Puis les gens pensaient que c'était Hydro-Québec alors que c'est leur responsabilité à eux. Exactement. Ils pensaient que ça appartenait à Hydro-Québec, puis ils disaient c'est l'Hydro qui va venir nous réparer ça. Fait que le pauvre monsieur ici, il y a du courant tout le tour de chez eux, mais l'entrée est à terre. C'est plus que simplement venir brancher ici. Là. Il faut débrancher la force. Débrancher parce que ici, la plupart du temps, on n'est pas capable de travailler. Alors, il faut débrancher pour installer nos échelles parce qu'après ça, déglacer, se faire des trous dans la glace ici pour que notre échelle soit assez solide. C'est pour ça qu'on est obligé de monter avec une équipe de 2 ou 3 hommes. Puis après ça, bien, on remet tout ça en marche. Puis l'Hydro-Québec vient rétablir le raccordement. Un travail qui peut coûter combien? Quand il y a 50% du matériel qui est bon, on va dire dans une facture environ de 600 $. Si le matériel est récupérable, mais si tout est à terre, là, on parle de 1500, 1800 $. Bon, nous interrompons ce reportage. M. Bouchard s'apprête à parler. La période finale de rebranchement de la grande région de Montréal et de la plupart des autres régions, l'attention se concentre de plus en plus et les efforts s'intensifient de plus en plus sur la région de la Montérégie, la zone sud qui a été désignée, pour être plus précis. Autrement dit, aujourd'hui, on lance le compte à rebours du rebranchement de la Montérégie. On organise donc le dernier effort. Il faut rester mobilisé, il faut rester vigilant. C'est pas le temps de lâcher. C'est le temps, plus que jamais, d'intensifier et de consolider l'approvisionnement de toute nature. Et nous aurons un rapport sur différents éléments, des choses aussi prosaïques, des choses qui nous paraissent aussi peu importantes que des génératrices dans le passé. Maintenant, ça devient un mot-clé. C'est un combat de tous les instants pour approvisionner les gens en génératrices et d'autres denrées, d'autres éléments d'équipement que nous allons mentionner. C'est le temps plus que jamais d'améliorer la qualité de l'hébergement, d'assurer la sécurité des personnes et des biens.
c'est le temps d'organiser, entre autres, la garde des enfants. Donc, le rapport d'aujourd'hui va porter essentiellement sur ces questions, mais je voudrais commencer, comme d'habitude, par le rapport de M. Caillé. C'est M. Bouchard. Bonsoir. Alors, pour les raisons que M. Bouchard vient d'évoquer, je vais commencer par la Montérégie. Je voudrais d'abord vous dire qu'à Hydro-Québec, on comprend que la question qui se pose pour la très grande majorité de nos clients de cette région, c'est quand le rétablissement du service. Pour nous, comme pour tous les autres intervenants impliqués dans cette opération, le compte à rebours a commencé. Ça veut dire ceci. Dans 5 jours, mercredi le 21 janvier, notre objectif, c'est l'alimentation du poste Saint-Césaire. Commençant dans 5 jours, le même mercredi 21 janvier, et se terminant 10 jours, dans 10 jours, lundi 26 janvier, c'est l'alimentation des postes, c'est l'alimentation des clients, c'est l'alimentation des maisons. On s'attend donc, au cours des prochaines journées, à progresser très rapidement au niveau des travaux sur le terrain, de remise en état de nos réseaux de transport et de distribution. Et par la suite, à compter de mercredi, on s'attend à accélérer la cadence au niveau du rétablissement des services à notre clientèle. En date du 26 janvier, toujours dans ce compte à rebours, on s'attend à ce que la majorité, une très grande partie de nos clients aient leur service rétabli. Quant à l'île de Montréal, on est à 99 % de nos clients qui ont leur service rétabli. En Outaouais, il s'agit de 93 %. À Thetford, c'est 96 % et à Drummondville, c'est 90 %. On s'est amélioré aujourd'hui de quelques 30 ou 40 000 clients qui ont eu leur service rétabli. Je voudrais dire que nous n'oublions personne. Même si on est à 90 % sur l'île de Montréal, nous savons qu'il reste 1 % de nos clients. Et on va nécessairement laisser les équipes en place, les équipes qui sont requises pour compléter ces travaux. Le surplus d'équipes, que ce soit de l'une ou l'autre des régions où c'est plus avancé, va être dirigé, redéployé sur la région de la Montérégie. Et c'est pour ça que je vous disais à l'instant qu'on s'attend à progresser très rapidement dans les prochains jours au niveau du rétablissement de nos réseaux de transport et de distribution dans cette région. D'une façon qui, je pense, va surprendre la population. Même surprendre quelques-uns de nos employés, je dirais. Au niveau des mesures de restriction, des consignes de restriction, pour ce qui est de samedi et de dimanche, les consignes de restriction, elles sont levées. Il n'y en a pas de restriction, en quelque sorte, pour ce qui est du centre-ville et du sud-ouest de Montréal. Pour ce qui est de lundi, pour la même région, on va annoncer au plus tôt, dès que ce sera possible, parce qu'on sait que les gens doivent se préparer en conséquence de ce qui est possible. On va l'annoncer donc le plus rapidement possible au cours du week-end. Quelles vont être les restrictions, s'il en est, à partir de lundi pour le centre-ville de Montréal. En Outaouais, les restrictions changent. On passe de la consigne de fermeture des édifices à bureaux à l'ouverture des mêmes édifices à bureaux de 9h à 4h. Donc essentiellement, la consigne qui existait pour le centre-ville de Montréal et le sud-ouest de Montréal. Merci. Merci, M. Caillé. Je pense que les gens auront compris qu'on termine les opérations de rebranchement dans toutes les régions et qu'on s'oriente en force du côté de la Montérégie, où sont déjà commencés des travaux très intensifs de remise en état du réseau par le moyen de mesures d'urgence qui sont utilisées présentement. Mais les gens doivent comprendre, les abonnés, les personnes qui sont privées d'électricité dans la Montérégie doivent comprendre que les 5 prochaines journées, c'est surtout des résultats qu'on obtiendra du côté de la réparation du port de Saint-Césaire, de l'alimentation du réseau comme tel, par sa remise en état avec des mesures d'urgence, mais qu'ensuite, les gains seront ensuite très significatifs du côté du rebranchement. Mais tant qu'on n'aura pas rentré le jus par Saint-Césaire, les rebranchements deviennent plus ou moins, ne deviennent pas importants, ils deviennent inutiles en fait. Donc il faut mettre tous les efforts sur amener le jus à Saint-Césaire, puis ensuite, dans les 5 jours qui vont suivre,
c'est-à-dire à compter de mercredi prochain, là, ça va être l'opération rebranchement intensif. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'en fera pas d'ici là, mais il y aura un certain plafonnement. Et du niveau des personnes privées d'électricité encore pendant 5 jours sur la Rive-Sud, armez-vous de patience. Vous avez été extraordinaire de dignité et de patience au cours des journées et des presque 2 semaines qui viennent de s'écouler maintenant. Il faut que vous continuiez encore à vous dire qu'il reste un effort ultime. On va vous aider, on va travailler très fort pour tout ce qui peut soulever les inconvénients que vous subissez, mais soyez patients encore et vous allez voir avec l'hydro travailler très fort. Vous ne les verrez pas tout le temps dans vos rues, ils vont travailler surtout pour aller chercher le jus, l'amener ensuite dans vos rues dans les journées qui vont suivre celle du mercredi. Donc, de la patience, mais soyez certains qu'on s'occupe de vous de façon très intensive. On a dispensé actuellement, c'est équivaut à 78,3 mégawatts en électricité. Je ne connais pas ça, les mégawatts, mais apparemment, ça en fait beaucoup. On pense que il y a 150, on attend 150 génératrices de la part de la Protection civile du Canada et particulièrement axées vers le monde agricole. C'est des ententes qu'on a prises avec eux. Et en ce qui nous concerne, on attend demain de Floride des génératrices et qui vont, pour quelques-unes, aller aussi vers le monde agricole et pour les autres, répondre à la demande qu'on a actuellement. On espère en recevoir 50 autres dimanche et on attend des génératrices qui nous ont été offertes par le Manitoba, l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Au niveau du bois, alors le bois de chauffage étant un besoin qui a fait boule de neige, alors qui a grossi avec les jours, on se rappelle que lundi, on en était à une demande d'environ 3500 cordes par jour. On en est à 5000 cordes hier en demande. Alors, 5000 cordes de bois, c'est pas facile de répondre à une demande comme ça. C'est beaucoup de bois qui circule. Alors, pour répondre à ça, on a mis sur pied une scierie mobile dans la région de Saint-Bruno. Alors, cette scierie-là avait 10 bûcherons au début c'est-à-dire au début de la journée de mercredi. On en a 25 maintenant. On a par contre un besoin pour des fendeuses de haute capacité. Alors ça nous aiderait à produire davantage de bois. On pouvait produire entre 50 et 100 cordes. Maintenant, on en produit 300 par jour. Par contre, on a pris des arrangements aussi avec une génératrice de la Mauricie et on est en train de produire d'autres bois dans cette série-là en Mauricie actuellement. Alors, on a commencé avec un rythme aujourd'hui de 300 cordes additionnelles par jour. On a des ententes avec la Fédération des producteurs de bois du Québec et la Fédération des producteurs de bois est en collecte actuellement partout au Québec pour nous récupérer du bois. Actuellement, on reprend un petit peu du rythme, c'est-à-dire, vous vous rappelez qu'on avait un déficit au niveau de la fourniture des cordes de bois d'environ 6000 cordes hier. On en est à 5000 aujourd'hui. Donc, les mesures qu'on a mises en place vont nous permettre de récupérer sur le déficit et je pense de répondre à la demande. Peut-être pas totalement, mais presque totalement d'ici quelques jours. Au niveau de l'alimentation, alors vous savez qu'on fait la réponse particulièrement au niveau des municipalités, les centres d'hébergement et les organismes en cette matière. On a distribué depuis le 12 janvier plus de 700 tonnes de marchandises de toutes sortes. Alors allant des couches pour bébés, la nourriture, les aliments de première nécessité. Et par contre, tantôt, je vous ferai référence à des marchandises dont on aurait besoin. Je vous donne un exemple, comment ça circule vite dans ces centres d'alimentation-là. Hier midi, une compagnie nous offre de l'huile à lampe et vous savez comment c'est un besoin majeur actuellement. Alors, on nous a envoyé un camion d'huile à lampe. Ce sont tous de gros barils, là, je ne me rappelle pas quelle quantité. Et on nous envoie des contenants avec ça de 4 litres. Alors, on a dû faire du transvillage cette nuit et aujourd'hui, au moment où je vous parle, tout ce camion d'huile à lampe-là est en distribution et il nous en restera plus. On se prépare aussi à s'orienter vers le centre du Triangle pour le centre de distribution. Vous savez que le centre de distribution principal est situé à Saint-Hubert actuellement. Probablement, durant la nuit, on l'amène à Saint-Hyacinthe. Donc, on le déplace plus près pour diminuer les délais dans la livraison des marchandises, donc faciliter la gestion des stocks à cet égard-là. Au niveau de l'essence, on se rappelle qu'on s'était fixé comme objectif hier que toutes les municipalités concernées par les pannes actuellement auraient au minimum une station-service ouverte dans chacune de ces municipalités-là. On se souvient que Petro-Canada et Esso nous avaient offert leur aide et Shell Canada s'est ajouté à ça. Et là, je vous annonce que dans toutes les municipalités, actuellement, il y a de l'essence partout. Télécommunications, on se rappelle qu'il y avait certains villages qui n'avaient pas de communication.
On avait pris un engagement que ces communications-là seraient réglées. Au moment où je vous parle, on n'a plus de problème de communication. Ils sont réglés. On a fourni de la communication par satellite en certains endroits et on a même uni des centres qui avaient dévié des lignes téléphoniques pour s'approvisionner parce qu'au centre des mesures d'urgence, il n'y en avait pas de lignes disponibles. On a amené quand même en support de la communication satellite dans ces centres d'opération-là. Au niveau du bénévolat, dans des offres de services spécialisés, on reçoit des offres. Par contre, on est en manque au niveau des sites d'hébergement, particulièrement de bénévoles. Vous savez, les gens ont travaillé beaucoup. Il y a des gens qui ont travaillé plusieurs jours, plusieurs heures, qui commencent à être épuisés. Ils ont besoin de relève. Alors, dans vos municipalités, si vous pouviez supporter les centres d'hébergement particulièrement, il serait intéressant de vous rapporter à vos municipalités et de leur offrir votre aide. Finalement, au niveau du jumelage avec les municipalités, l'exercice tourne rondement actuellement. Je n'ai pas le nombre exact. Hier, on en était rendu, on se rappelle, à 34 municipalités jumelées, ce qui faisait 68 municipalités au total, qui ensemble s'aident mutuellement, s'entraident mutuellement. Et aujourd'hui, ça en est ajouté d'autres. Malheureusement, je n'ai pas la liste avec moi. Merci, monsieur. Pour les génératrices, je veux préciser que demain, c'est 80 qu'on recevra, 40 demain matin à 8 heures d'un avion qui va atterrir de Floride. Ensuite, demain à 5 heures, un autre qui va en apporter 40 et on pense pouvoir en avoir 50 assez tôt à compter de dimanche, 50 autres. Ce sont des génératrices qui ont été achetées par Hydro-Québec. Il y en a, ce sont tous des génératrices importantes, hein, en haut de 10 kilowatts. Il y en a même une dizaine de 4 mégawatts qui ont été achetés, donc immenses génératrices qui, elles, peuvent rebrancher des rangs complets ou des blocs de quartier au besoin. Je suis en communication constante avec M. Laurent Pellerin de l'UPA. Et nous savons que c'est un problème là, du côté des producteurs agricoles. Il y en a 8000 qui sont naturellement pourvus de génératrices. Donc, il se fait d'une région à l'autre, chez les producteurs, un transfert très généreux, très solidaire de génératrices. Mais comme elles tournent tout le temps, il ne faut pas toujours tourner. Il faut des remplacements, il faut les arrêter pour les réparer. Il y a des centres de réparation qui ont été établis à différents endroits. Et ça prend beaucoup de technique parce que même les 80 qu'on aura demain des États-Unis, il va falloir les transformer, il va falloir les convertir parce qu'elles ne sont pas les mêmes phases que les nôtres. Hein, donc, ça prend une opération un peu technique. Et j'ai promis à M. Pellerin que la moitié de celles qu'on aurait demain lui serait livrée par M. Sirois. Pourquoi? Parce qu'il y a les priorités de survie qu'a énumérées tantôt, bien sûr, les hôpitaux, etc., auxquels on ne touche pas. Mais après ça, il y a d'autres priorités qui interviennent, et notamment du côté agricole. Il ne faut pas oublier que les génératrices du côté agricole servent d'une part pour des besoins sociaux. Durant la journée, ces tracteurs-là et les moteurs tournent pour alimenter des résidences qui abritent parfois 10-15 personnes, donc il y a un aspect hébergement très important. Et puis, évidemment, ils tournent le reste du temps pour les besoins des fermes. Alors, les besoins des fermes, c'est pas rien. Il y a le maintien de la distribution des productions agricoles, qui est essentiel. Et puis, il y a aussi le maintien de ces actifs que sont les animaux. Il y a déjà eu quelques milliers de porcs qui sont morts étouffés. On parle de quelque chose comme 40-45 000 de volailles qui ont été détruites par manque de ventilation. C'est relativement peu de choses par rapport à l'immense cheptel que nous avons, mais il faut pas que ça décolle, il faut que ça arrête, ça. Donc, nous savons qu'il y a une priorité accordée aussi du côté agricole en matière de génératrices. Pour le bois de chauffage, il faut savoir que depuis lundi dernier, depuis lundi de cette semaine, on est vendredi, il y a eu 24 000 cordes de bois qui ont été distribuées partout au Québec. La demande est 30 000, c'est vrai, les 6 000 vont venir. Puis ça a été donné gratuitement, là. Ça a été fourni gratuitement là, par les services de la protection civile. Vous pouvez deviner ce que ça représente de logistique, d'organisation. Ça vient des régions. Il faut remercier les gens de la Abitibi, les gens de la Mauricie, les gens de la Gaspésie. J'aurais un bon mot spécial pour les gens de Saint-Lac-Saint-Jean parce qu'ils ont fait une opération spécifique de bois de chauffage parce qu'ils se rappellent la grande générosité de tout le monde quand ils ont été eux-mêmes frappés par l'épreuve de l'inondation en juillet 96. Et je voudrais leur dire au nom de tous un très grand merci. Alors voilà, je voudrais demander ensuite à Pauline de nous parler de la garde des enfants. Oui, merci, M. Bouchard. La garde des enfants et l'école, puisque j'ai le chapeau de l'éducation et de la famille. Rapidement, d'abord, un état de situation, rassurer les parents quant à l'année scolaire.
et les services nouveaux que nous allons offrir à partir de demain matin pour ce qui est de la garde et de l'animation aussi des jeunes, qui sera offerte pour des jeunes adolescents, entre autres, qui pèsent peut-être lourd dans certains centres d'hébergement. On sait comment ils ont besoin d'activités. Mais d'abord et avant tout, je voudrais dire merci à tout le personnel des milieux scolaires et de l'éducation qui ont été disponibles pour animer dans les écoles, pour surveiller les écoles, pour les entretenir. Les directions d'école qui se sont rendues disponibles, je pense qu'il y a là un travail colossal qui s'accomplit. Merci à ces milliers de personnes qui aident. Il y a effectivement un essoufflement et je vais inviter d'autres personnes à venir les remplacer, entre autres les jeunes étudiants des cégeps, dont certains n'ouvriront pas leurs portes la semaine prochaine. Et avec la Fédération des étudiants des cégeps, nous nous sommes entendus pour faire un appel particulier à leur endroit. Venez donner un coup de pouce dans les centres d'hébergement, dans les municipalités, allez offrir vos services. Les fêtes, d'abord, déjà les activités reprennent dans un bon nombre de commissions scolaires. En fait, il restera 10 commissions scolaires qui suspendront leurs activités en Montérégie la semaine prochaine pour toute la semaine. Et jour après jour, nous informerons par la direction du ministère en Montérégie, par les commissions scolaires elles-mêmes, les parents, par votre intermédiaire, par les médias, des écoles qui ouvriront progressivement. Mais 10 sont fermées. Vous avez en annexe la liste. Elle apparaîtra aussi dans les médias dans les jours qui viennent. 9 cégeps ne commenceront leur cours que dans une semaine ou au milieu de la semaine prochaine. C'est pour ça que j'invite particulièrement les jeunes des cégeps à venir donner un coup de pouce. Pas d'inquiétude, rassurez-vous, l'année scolaire sera assurée. Nous avons prévu avec les commissions scolaires toute une série de mesures pour rattraper les jours perdus. Chaque commission scolaire aura un plan, le rendra le plus compatible possible avec ce qui se passe autour, les journées pédagogiques qui seront utilisées aux fins de reprise, les journées congés mobiles, allonger parfois le temps d'école, etc. Toutes les stratégies sont actuellement envisagées. Nos jeunes de la Montérégie et du centre du Québec, parce que certains aussi ont manqué pas mal de journées de classe, pourront passer leurs examens et surtout les réussir. Le soutien aux familles nous apparaissait particulièrement important. On sait que certaines familles sont épuisées, ce n'est pas facile, et certaines familles aussi retournent au travail. Donc, à compter de lundi, nous avons rendu disponibles des places en service de garde dans les garderies existantes, soit à Montréal ou en périphérie de la région montérégienne. Un vieux dicton québécois dit que tant qu'il y a des hommes, il y a de l'hommerie. Et les derniers jours ne font pas exception. Si vous êtes privé d'électricité, vous avez 2 façons de pallier à la situation, soit en utilisant une génératrice ou chauffer au bois. Et dans les 2 cas, il faut acheter soit de l'essence pour la génératrice ou du bois pour les poêles et les foyers. J'y ai donc allé magasiner. D'abord, l'essence. En route vers Saint-Jean, nous rencontrons Henri Brunet, qui en avait gros sur le cœur contre un détaillant d'essence. Moi, j'ai rempli un 5 gallons, par moitié d'un autre 5 gallons pour une génératrice, pour mon voisin puis moi-même. Ouais. Et puis après ça, on me dit, ben ça coûte 32 $. Et ça n'a pas de sens pour 5 gallons de gaz, ça n'a pas d'allure. J'ai dit, madame, c'est quoi le problème? Je regarde ça, 75 cents du litre. Mais j'ai dit, c'est quoi le problème? Elle dit, monsieur, elle dit, si vous n'êtes pas content, allez-vous-en ailleurs. Je regarde la filet qui sont là. Elle dit, non, il en rajoute 400 $ ce matin de gaz. Donc j'ai dit, merci, madame. Je l'ai payé, je me suis emballé, mais je m'en souvenir longtemps, par exemple. Mais est-ce que c'était affiché que c'était à 75 Non, c'est pas affiché. Non, il n'y a aucune affiche là. Nous nous sommes rendus près de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, l'une des pointes du fameux triangle noir, à la station Lucar, sur la route 33. C'est le patron ici? Non, le patron n'est pas ici. Le patron n'est pas ici. Michel Johnson de JA. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer comment ça se fait que vous vendez de l'essence à 75 sous le litre? 75 sous, non? Vous ne vendez pas. Vous n'avez plus. Vous l'avez vendu 75 sous depuis le début de la journée, par contre. Écoutez, là. Ouais, c'est bon. On n'a plus. Ouais, quand vous l'aviez, combien vous le vendiez? Moi, je n'ai pas c'est pas moi, je reste à Belleuil. C'est pompiste? C'est caissier? C'est comment tu le vends, ton gaz? Moi, je suis avec là, j'aide, c'est dans mon nom, c'est ça. Il est parti en voyage. Il est parti en voyage. Donc, c'est qui gère le prix de l'essence ici?
On ne gâche pas rien. On n'est pas là pour faire fourrer le monde. On n'a jamais été là. On est ouvert quasiment 24 heures par jour. On n'a jamais fourré le monde. Voyons si nos deux interlocuteurs sont sincères. C'est facile, il suffit de regarder sur les ponts. Ouais, mais genre là, c'est pas nous autres les boss, OK? Quand je suis arrivé ici, il était déjà ce prix-là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous autres, on peut pas le baisser. Mais vous l'avez vendu à 75 sous. Ouais, c'est pas nous autres les boss. Dis-moi pas, depuis tantôt, vous me dites que vous l'avez pas vendu à 75 sous, là. Ouais, je suis pas au courant. Bon, il est où le boss, là? Il est au Mexique. Mais qui vous a demandé de l'augmenter comme ça, là? On l'a pas augmenté, nous autres. Il est parti, puis il est en de même. OK. Quand est-ce qu'il est parti, le patron, là? Samedi. C'est quoi le nom du patron? C'est Pierre Roule, le garage. Pierre Roule. C'est Mêlé. Pierre Roule? Ouais. Pierre Roule, monsieur Pierre Roule. Et pour ne pas faire exception, suivant la logique du marché, Pierre Roule a pris soin de fixer le prix de l'essence super encore plus cher, à près de 78 cents le litre. Je fasse. Oui. Si je les baisse... Mais mens-moi pas, là. Ouais. Vous m'avez menti, Si là. je les baisse, je vais me faire chier dessus. Là, je peux pas les baisser. Moi, c'est pour moi le boss. Alors que nous allions quitter la station Lucar, un client se présente. Ce qui n'est pas de mauvaise surprise, nous le prévenons du prix en vigueur. Il était à 75,9. Descendait un petit peu plus loin, là. À peine un petit peu plus loin, puis il était à 60,9. Ouais, mais là-bas, il y a des méchants billets d'attente. Fait que vous êtes prêt à payer 75 malgré tout? Oui. Même vous allez payer 77 parce qu'il reste plus d'ordinaire. Non, ça ne me dérange pas. Mais vous trouvez pas ça un petit peu dommage que quelqu'un profite de la situation? Oui, je trouve ça dommage que le monde profite de la situation pour faire de l'argent. Oui. C'est très dommage. Ça doit pas être les seuls qui font ça, j'imagine. Est-ce que c'est acceptable quand même? Non. Ah, c'est sûr que c'est plate. Et voilà comment certains profitent de la situation. Nous sommes allés voir le président de la bannière Lucar, Luc Trudeau. Il n'a aucun contrôle sur le prix de vente de l'essence du détaillant indépendant. Moi, j'ai pas monté mes prix nulle part. La preuve de ça, c'est que les gens... vous n'y avez pas vendu plus cher, c'est ça que je voulais savoir. Non, on n'a pas vendu plus cher. Nous poursuivons notre périple qui, cette fois, nous amène à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, où, semble-t-il, on vendrait l'essence à près de 90 cents le litre. Autant à notre arrivée, les pompes indiquent à peine 70 cents. Mais on ne nie pas avoir vendu pendant un certain temps l'essence à gros prix. Cette fois, on a des explications à donner. Parce que quand ils ont pris, on doit faire 73 cents. À 73 sous? Cher, ça? Non. Les pédaleurs, on ramasse, on n'en a plus. Le propriétaire prétend qu'il doit acheter son essence d'un distributeur indépendant parce que la pétrolière Shell ne voudrait plus lui faire de livraison. On le vendait à 56, puis là, on le payait à 73. On peut pas le vendre à 56. On a 2 tracteurs de brisante avec tout ça. La génératrice à 300 pièces de fioul par haut. On veut bien servir le monde, mais ça nous prend des revenus. Ça vous coûte 300 $ pour la génératrice pour la faire rouler? Ben oui. Le gaz, qu'est-ce qu'on en fait? 2-3 tanks de fioul par haut pour la faire marcher. Pas parce qu'on voulait additionner pour le prix, parce qu'il y a des gaz, il y a des chars, j'ai gardé les gages à gaz, c'est en moitié, j'ai reviré à toi. Ah oui, sérieux. Vous faisiez la police. On n'avait pas le choix, on n'avait plus. On aurait voulu le cochon pour dire vendre pour faire de l'argent. On aurait arrivé, mais on aurait tout vu des tanks. On l'a rebaissé, aussitôt qu'on a un meilleur marché, on l'a rebaissé. Non, matin, il a rebaissé. Hier, on l'a eu, mais pas encore de fait. Comme partout dans la région de Lacolle, à Clarenceville, la totalité de la population est sans électricité depuis le début de la tempête. Au centre communautaire, on servait les repas gratuitement, mais pour l'hygiène... Qu'est-ce que vous faites pour la douche, là? Je ne pas laver encore. J'ai lavé le 5 au matin, ils ont arrêté l'électricité. Mais là, il y a des douches? Non, il n'y a pas de douche ici. Comme tu as vu, il y a une femme. Regarde là-bas, il y a une annonce, ça, c'est marqué 5$ pour prendre ta douche. Tu vas pas le prendre ton 5$, je n'ai pas. Mais pourquoi ça coûte 5$ de prendre? Il y a marqué, je sais pas, il y a marqué 5$, là. Je sais pas si à TPS, le CBQ, prendre la douche, je sais pas, en tout, là. Hein? Ah ouais, tu peux prendre ta douche, c'est 5$. Si t'as pas d'argent, ben, va te baigner au lac. Non? Ça fait froid un peu pour la lac. Ah ouais. Choqué, là. Ben, choqué, on n'a rien, là. L'hôtel annonçait même son spécial sur le bord de la route. Nous sommes donc allés demander des explications. On vient de voir, c'est qu'on nous a dit que ça coûtait 5$ pour prendre une douche. Oui. Comment vous expliquez ça, aux yeux? Ben, c'est par génératrice aussi, donc c'est de l'essence pour payer. Pour le restaurant, vous devez faire fonctionner la génératrice. Oui. D'une manière ou d'une autre, c'est pas ça qui l'autre coûte. chose, les gens utilisent quand même l'autre chose. Pour 5$. Moi, je trouve ça cher. Honnêtement, je trouve ça cher. Ah, c'est pas moi le patron. Ah. Ah. C'est pas vous qui avez fixé ce prix-là? Non, c'est le grand patron qui a fixé le prix. Et le grand patron est où? Il est parti à Montréal.
Dans tous les cas, rien d'illégal ni même de malhonnête. Certains appliquent la loi du marché, d'autres les principes du bon samaritain. Chacun fait son choix en toute âme et conscience. Par exemple, des gestes de générosité ont fait en sorte que du bois de chauffage a été distribué aux sinistrés gratuitement. D'autres, comme cet homme, ont choisi de le vendre. C'est un quart de corde, puis je vends pour 20$. C'est quand même raisonnable, là. C'est 80$ la corde, là. C'est raisonnable. Ben moi, je trouve, parce que moi, je transporte ça pour... ça fait à peu près 1 heure et 15 minutes pour venir ici. Fait que... Venez de Sutton? Oui, c'est ça. En plus de l'essence, notre vendeur doit assumer les frais de location du camion. Je fais un peu l'argent aussi, comme le bois, ça vient de mon terrain. Fait que c'est l'argent pour moi aussi en même temps, puis c'est un bon prix pour ces régions ici. Mais voilà, tous n'étaient pas aussi raisonnables. Sylvain Hébert de Saint-Luc était prêt à nous vendre une demi-corde, j'ai bien dit une demi-corde de bois, 140$. C'est 50$ la corde, généralement. Là, tu l'as payé, oui? Combien tu l'as payé? J'ai payé 90$. À Trois-Rivières, il n'y en avait plus. Il voulait que j'aille acheter une gamme. Mais on tous des malades. Tout le monde en profite. Mais le père de M. Hébert ne semblait pas vraiment intéressé à nous fournir des explications. Non, bien, mais vous avez pas l'air bien brillant de frapper, là. J'exagère pas personne, OK. J'exagère pas personne. J'exagère pas personne. Non, regardez. OK. J'exagère pas personne. On pourrait pourtant croire que cette famille serait sensible aux déboires des sinistrés, puisque elle aussi est privée d'électricité. C'est 140$ ou 120$ la demi-corde. Il y a de quoi se passer, il y a de quoi se passer. Allez, va à Saint-Luc. Va à Saint-Luc, va t'en sortir. Quand il en manque, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les gens qui en vendent, puis tu te dis 140$ la corde. On n'est pas vendeur de bois. On n'est pas vendeur, c'est moi ce qu'il reste. Il en reste une demi-corde. OK? Donc, vous avez déjà vendu une corde, là? Non, on n'a rien vendu. On n'a rien vendu le passage dans le foyer. Hey, écoute bien. Bon, on ferait bien dans ta vie. Qu'est-ce que tu passes avec moi, là, hein? T'occupe pas, monsieur. C'est sûr que ça monte cher, c'est du temps double, ça c'est sûr, mais c'est samedi et dimanche, c'est du temps double. Mais c'est ça, temps double avec 4h30 au lieu de 2h30. Voilà. Je voyage beaucoup pour le travail. J'étais en Chine. Et là, je me rends compte que j'avais oublié mon savon de Dove. J'ai utilisé un savon de la région pendant quelques jours. Et ma peau était tellement sèche, ça tirait. C'était épouvantable. Je me suis dit, je passerai sûrement pas à travers 5 semaines. Alors, j'ai envoyé un fax à ma fille. Envoie-moi du Dove. Mon apparence est très importante pour moi. Je prends soin de ma peau. Alors, j'essaierai pas autre chose que Dove, à moins d'avoir le lait qu'utilisait Cléopâtre, là. Chez Altamira, nous avons un terme d'industrie pour décrire les informations réelles dont vous avez besoin. Une trousse. Il vous guide à travers nos 27 fonds communs d'investissement sans frais. Avec notre aide, vous pouvez choisir le REER qui vous convient. Et il est absolument gratuit. Appelez Altamira au 1-800-361-2354 et demandez votre trousse gratuite d'investissement REER. Altamira, nous vous aidons à prendre le contrôle. Que diriez-vous d'un muffin et d'un café moyen pour 1,69$ ou d'un beigne et d'un café moyen pour 1,49$? Bien sûr, il n'y a pas que le prix qui rend cette offre spéciale. Chez Tim Hortons, les muffins et les beignes sont frais faits dans nos restaurants. Tout comme notre café, un mélange riche et exclusif, frais fait toutes les 20 minutes. Une fraîcheur spéciale à prix spécial pour un temps limité chez Tim Hortons seulement. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. En avez-vous assez de vous débattre avec des enchevêtrements de ficelles et de rubans? Il vous faut Handy Bundler, l'extraordinaire distributeur de courroies en continu. Peu importe le format, Handy Bundler attache tout à la perfection. Très léger, il se manipule facilement et permet de lier n'importe quoi en un rien de temps. Fini les câbles emmêlés, les fils tordus et les rubans gommés. Il permet de ranger avec soin les câbles et les fils de la télé, de fermer les sacs à ordures en quelques secondes et de bien arrimer les bagages pour rouler en toute sécurité. Il est parfait pour se débarrasser des journaux et pour réunir les fils de la chaîne audio. Dehors, il fixe les plants de tomates à leur tuteur et tient le lierre ou le boyau d'arrosage en place. Gardez-en un dans l'auto pour les réparations de fortune.
Servez-vous-en pour protéger les enfants des produits dangereux. Apportez Handy Bundler au travail pour venir à bout du câble d'ordinateur ou pour attacher les colis à expédier. Handy Bundler est idéal pour l'ouvrage artisanal, pour les bouquets de fleurs séchées et pour les décorations de Noël. Pratique en toute occasion. Handy Bundler s'avère ultra robuste. Vous lui trouverez des centaines d'usages, aussi bien à l'atelier qu'à la maison, à l'extérieur ou au bureau. Profitez de cette offre d'une durée limitée pour vous procurer le distributeur Handy Bundler. Plus de 16 mètres de courroie en nylon. Des consommateurs. En voici un qui n'a pas de remords d'avoir chargé des frais de près de 2300 $ à une dame âgée. Pourquoi? Pour réparer un fil électrique, un demi-tuyau, tout ça en 2h30. Il y a des gens qui sont tombés. C'est ça. Il y a une branche là, qui s'est brisée, puis elle a tombé ses fils. Puis en tombant ses fils, ben, c'est mon tuyau qui a plié. Qui a plié. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte du problème? Dans la nuit de vendredi à samedi. Et vous avez appelé un électricien samedi? Oui, oui. Qui vous avez appelé? On a appelé M. Claude Saint-Jean. Claude Saint-Jean, électricien? Oui. Monsieur Claude Saint-Jean? Monsieur Saint-Jean? Justine Cazin de TVA. Monsieur Saint-Jean? Oui. Oui, bonjour, Monsieur Saint-Jean. Je voudrais vous parler d'une cliente que vous êtes allé faire samedi sur la rue Casgrain. Monsieur Saint-Jean, est-ce que je peux vous parler, s'il vous plaît? Monsieur Saint-Jean, pouvez-vous m'ouvrir? Ah, il ne va pas s'expliquer, monsieur, de toute évidence, hein? Ils ont travaillé sur la maison, là, sur ce poteau. Sur le poteau? Oui, oui. Et à compter de 2 heures? Oui. Jusqu'à quelle heure? 4h30. Ça vous a coûté combien? Attendez une minute, là. En tout, là, c'est 2273 piastres et 36 sous. 2273 $. 2h30 de travail pour changer un fil électrique et un demi-tuyau. Vous comprendrez pourquoi j'y ai insisté pour rencontrer Claude Saint-Jean, électricien. Il faut faire attention, il ne faut pas dire qu'on a travaillé 2h30, on a travaillé 3h30 exactement. Mais attendez, on ne fait pas le même calcul. De 2 heures moins 2 minutes à 4h30. C'est nous qui savons. Mais elle le sait aussi, puis elle n'était pas seule, il y avait une autre dame avec elle. Nous, on est à 3 là-bas. Alors là, j'ai regardé la facture. J'ai dit, il n'y a pas 3 électriciens, il y en avait seulement 2. J'étais là. J'ai passé l'après-midi avec les 2 électriciens. Vous avez chargé 3 électriciens, vous étiez 2. On est à 3. Moi, je suis une personne. Monsieur Saint-Jean, il est venu la dernière demi-heure préparer sa facture assis dans le camion. Moi, j'étais sa galerie en bas. Fait qu'il était assis. Fait que je peux pas croire que c'est lui qui charge 80 000 $. Ça coûte cher du papier et du crayon, hein, juste pour gratter. Surtout que c'est le contracteur. Vous pouvez penser qu'est-ce que vous voulez. Je vous dis honnêtement que nous, on a été là les 3. Pas été là les 3. On a 3h30 de temps. 3h30? Pourquoi 3h30? 3h30 de 2h à 4h30, c'est 2h30? Non, il n'y a pas des gens, on est allé là avant pour en partir après. Qu'est-ce que le client dit? Ça, c'est une version. Notre version, c'est un autre. Ben, nous, on était à 3. Okay? On avait il y avait 2 électriciens avec moi. Ouais. Et moi, ça fait 3. Ouais. Donc, moi, j'étais allé là, superviser l'affaire. Alors, juste en temps, là, il vous a chargé, là, juste pour résumer, 3 hommes à 4h30 à 100 $. Il vous a chargé 1350 $. Nous, on était sur le chantier à travailler 3h30 de temps. Là-dessus, on a un voyagement. Il faut voyager là-dessus. Le transport, on a chargé 1 heure de transport. Parce que c'est pas facile de voyager. 1 heure de voyagement. C'est pas facile de voyager. Savez-vous combien ça nous a pris de temps de partir de Casgrain à ici? Aucune importance. On est pris pour tout le monde. C'est un heure. C'est sûr, ça monte cher, c'est du temps double, ça c'est sûr, mais c'est samedi et dimanche, c'est du temps double. Mais c'est ça, temps double avec 4h30 au lieu de 2h30. Non. Là, on lui a demandé, est-ce que vous pourriez venir lundi, ça serait-tu le même prix? Oui. Étant donné à cause du vernoc, que ce soit lundi ou mardi, ça va être le même prix qu'aujourd'hui. Fait que là, j'ai dit à ma tante... Il vous chargeait un temps double la semaine aussi? Oui, il dit, ça va être le même prix. Bon, j'ai dit, je viens de le faire réparer tout de suite. Madame Leblanc a porté plainte à la corporation